الانفتاح على اللغات الأجنبية والحضارات الإنسانية ونشر ثقافة حقوق الإنسان. هذاك علاش الانترفونسيون تاعي باش تكون بالعربية. وفي هذا الإطار إني سعيد بافتتاح أشغال هذا الملتقى الذي يندرج في إطار التعاون التونسي الكندي، حيث يمثل برنامج هذا اليوم الدراسي فرصة للتعرف على الآليات المجددة لضمان النجاح في التربية والتعليم والتعلم، وخاصة على مستوى الطرق البيداغوجية التنظيمية. ويقوم بتنشيط هذا الملتقى الأستاذة الخبيرة أحلام عمار الجامعية المدرسة بجامعة مونريال كندا. من غير ما نطول عليكم نعطي الكلمة لخويا وصديقي سيرو فلوس باش يعطينا الإطار نتاع الورك شوب هذا. تفضل سيرو. مرحبا بك، بارك الله فيك تاني سعيد. انيس نكلمكم بالعربي انا باش نكلمكم بالفرنساويه. ما تخافوش مني. سمعناك بالعربي صباح في الاذاعه. والله عربي مكسر ياسر والله غالي. سمعناك في اذاعه شاخص. عن مثال شو نتكلم بالفرنساويه. Habib, d'abord, j'ai envie de souhaiter une bonne fête à toutes les femmes de ce pays. Elles le méritent, elles sont extraordinaires. Et ah oui, exactement, Ahlem en est un parfait exemple. حبيت نحكي لكم على تجربة عملناها احنا في 2010 2009 سامحوني. فكرنا في الصغار اللي هما معناتها باش يقراو البريمير بالعربي، من بعد باش يكملوا الكوليج بالعربي، من بعد كل شيء يتحول عليهم بالفرنسي ويلقاو روحهم ضايعين. Et malheureusement, معناتها ça crée des bouleversements terribles et ça n'aboutit à rien du tout. C'est un système qui n'a pas donné et qui ne donne pas de bons résultats. Donc, on a pensé créer une école bilingue privée pour nos enfants, pour l'avenir des futures générations. Et on est rentré en collaboration avec un promoteur privé, avec la Maison de France. Elle a offert tout ce qui est partie pédagogique, tout ce qui est des programmes et la formation des enseignants. Et c'est une école qui a très très bien marché. Grâce à Facebook, et merci à Zuckerberg, j'ai fait la connaissance de personnes vraiment extraordinaires, engagées pour leur région, engagées pour le développement de Sfax, de la région de Sfax. Et on s'est dit, allez, ces personnes-là sont au Canada, au Québec plus précisément. Imen Jarboy, qui est la cousine de Anis. Pourquoi allez, on ne travaille pas pour essayer d'apporter à la région de Sfax, elle est privée pendant des années de tout, notamment dans la partie enseignement. Pourquoi on n'essaierait pas d'apporter une école canadienne à Sfax? Imen Jarboy, Barkallah Aliha, elle s'est mise au travail immédiatement et elle a commencé vraiment à nouer des contacts avec les administrations canadiennes, avec les administrations tunisiennes, avec tout le monde, pour justement trouver le moyen de créer cette entité pédagogique. On connaît très très mal le système canadien puisque mais ils ne savent pas exactement comment ça se passe. Et on a profité de la visite de Ahlam Ammar pour nous faire une présentation de ce système-là. Pourquoi on a besoin de cette entité pédagogique, éducative de Sfax? On ne peut pas concevoir, on ne peut pas parler de développement, un système éducatif vraiment performant d'une part, et deuxièmement qui pourrait être le vecteur essentiel pour encourager les investisseurs étrangers à venir s'installer chez nous. Vous voyez. Et c'était sur ça justement qu'on s'était basé pour créer l'école bilingue à l'époque. Mais on ne peut pas parler de démocratie, de gouvernance locale si on ne peut pas concevoir un système adapté de jiham ta'na. Jiham ta'na a احتياجات اللي ما هماش موجودين في جهات اخرين. On a besoin quand même d'un système خاص بجهام تاعنا احنا. السفاكسيات بارك الله عليهم معناتها c'est des accros à l'éducation, à l'enseignement. On est tout le temps parmi les meilleurs aussi bien في البكالوريا في التعليم العالي. On a fourni des cadres, on a
donné des compétences extraordinaires à ce pays. Et on n'a jamais été récompensé de retour. Le seul système que nous avons, c'est l'enseignement public. L'enseignement public, c'est une machine à produire des diplômés, malheureusement, sauf une minorité. Or, il faut qu'on brise. Et on ne peut pas concevoir le développement de notre région, les piliers essentiels qui sont ceux de l'éducation. Marie, je passe la parole à Ahlam. بس هو عمل فرون بلان باي معناتها هو بالحق حكى على لي زانفستيسور اللي نجموا يجيو هنا ايترونجي في الزون تاعنا اللي هي الريجيم تاعنا العزيز علينا الياس فارس وحنا الولايات تاعنا معناتها الوزاره كل عندنا ميسيون في فرنسا كذا احنا هوني صافي نحب نعملوا دو شوز البروجرام حكي راهوش سير تحكي 3 و 4 سنين البرنامج سي كو اول حاجه الوليداتنا صفاقسيه واللي حتى الولايات المجاوره كما نقولوا سيدي بوزيد وسوسه وهيك بس الكل معناتها مرحبا بهم في صفاقس هذا دين بار دوتر بار لي زانفستيسور يجيو لبرا لهنا اذا كان ان شاء الله تولي صفاقس معناتها منطقه صناعيه احسن من هكا ومنطقه تجاريه وكذا يلقاو صغارهم وين يقريو وثالث حاجه اللي بليز امبورطون نبعدوا شويه على التجربه الفرنسويه ونحاولوا نجربوا التجربه تاع الامريك دي نور اللي هي التجربه الكنديه et ça peut donner de très bons résultats. Voilà, دي من غير ما نطول تفضل مدام احلام ونبي وصل. نقدم روحي بالعربي انا رحلة عمار من صفاقس في ليسي بعسيدة 25 جويلية من عائلة مدرسين بروفيسور دو ماث كوم بير sœur prof de maths, sœur prof de sciences, donc Baba Assami Aït el-Mesbia. Donc je suis là et l'amour de l'éducation a grandi avec nous. Donc dans le sens où je me rappelle, j'ai une fille d'un professeur, il ne va pas te permettre d'être la deuxième de la classe jusqu'à ce que j'arrive à l'université, l'école normale. Et la première année, تحت septembre, اللغة بتاعتي تحت septembre. Ah, je dis, j'arrête, je ne vais plus étudier. Je n'arrête. Je le dis pour la journée des femmes. Alors, le mot qu'il m'a dit, toutes les femmes se marient, ce n'est pas toutes les femmes qui étudient, qui continuent à étudier. Et c'est ça que, alors, je lance le message à toutes les filles, les garçons. Je suis d'une famille très modeste, avec les moyens de mes parents. C'est l'éducation qui est kharjatni. C'est pour cette raison juste pour vous donner le goût de faire la même chose et répondre aux besoins de la richesse. Donc c'est ça. Alors aujourd'hui, bon, j'ai pas un mandat très clair, donc ce que je vais faire, c'est parler de l'école québécoise. Bon, je vais porter deux chapeaux aujourd'hui, chapeau maman, chapeau formateur d'enseignants. Donc, chapeau maman, l'école québécoise primaire, un peu secondaire, comment ça fonctionne et comment l'école tunisienne est hyper loin de ce qui se fait dans les pays développés et comment l'école primaire et secondaire prépare non seulement le développement des savoirs, mais c'est le développement des compétences, la citoyenneté, l'éthique, des aspects qui manquent énormément dans notre culture. Donc, j'étais épatée par ces aspects-là. Donc, je vais parler de ça. La deuxième partie, je vais porter le chapeau de responsable de programme. Donc, je vais parler surtout de la formation des enseignants, comment on forme les enseignants là-bas et comment c'est possible de faire la même chose ici. Il n'y a rien qui empêche que ça soit le modèle ici. Alors, une petite introduction du système québécois. Donc, les enfants commencent à l'âge de 5 ans pour le préscolaire. Pour passer, et le préscolaire peut se faire dans la langue maternelle comme ça peut se faire dans la langue seconde. Surtout pour les anglophones qui veulent que leurs enfants soient bilingues. C'est une tendance plus présente du côté anglophone parce que ça donne des avantages, surtout au niveau de l'économie, le travail et tout.
primaire de 6 à 12 ans. Donc, comme l'ancienne version de notre système, 6 ans de primaire, enseignement en langue maternelle. Et là, je vais ouvrir les parenthèses de mon côté chercheur. J'entends beaucoup le monde parler de l'importance d'introduire les langues dès la première année. Okay? Et on me dit, L1, arabe, français, anglais, on s'amuse à ajouter les langues. Eh bien, ce n'est pas la meilleure idée. La recherche démontre que ce n'est pas la meilleure idée parce qu'il faut développer des compétences dans sa langue maternelle et ça va servir de base qu'on peut généraliser aux autres langues. Ce qui compte, ce n'est pas l'âge d'introduire la langue, surtout c'est la durée et l'intensité de l'enseignement de la langue. Donc, par exemple, je parle... Oh, est-ce que vous m'entendez? Non. Non? Ok. La première fois qu'on me dit ça, ok. Donc, par exemple, au Québec, on a ce qu'on appelle l'anglais intensif. Okay? Toute ma recherche était en lien avec l'anglais intensif, parce que j'étais formée comme angliciste. Je ne suis pas français, c'est l'anglais. Alors, pour l'anglais, au Québec, il y a deux options. Avant, il y avait deux options. C'est qu'on introduisait l'anglais à la 3e année, 4e année secondaire, mais il y avait aussi ce qu'on appelle le bain linguistique ou le programme d'anglais intensif. Arrivé à la 5e année ou 6e année primaire, les élèves vont avoir tout le programme ministériel dans une moitié de l'année et l'autre moitié, c'est 100% langue. L'anglais dans ce cas-là. Et bien la recherche démontre clairement que les enfants qui font cette année seulement dépassent de loin les autres qui font 6 années de primaire avec un programme bilingue. Pourquoi? Parce que lorsqu'on développe des compétences dans notre langue maternelle, il y a l'hypothèse de l'interdépendance. Parce que les enfants décodent à peine, ils n'ont aucune connaissance des stratégies de lecture. Alors c'est quoi? C'est des enfants dépendants de l'enseignant. Ils ne peuvent rien faire seuls, tout seuls. Alors ça, c'est l'opposé de ce qui se fait chez nous. Je déteste l'expression, au Québec. Donc je ne veux pas être madame chez nous. Donc de 6 à 12 ans, enseignement donc en L1, que ce soit anglais ou en français. Introduction de la langue seconde, premier cycle du primaire. Et il y a aussi un exemple très intéressant qu'on peut suivre ici. Je vais vous exposer les possibilités, après les gens pèsent le pour et le contre. Il y a l'immersion française pour les anglophones. Eh bien, les anglophones ont senti que leurs enfants n'apprennent pas bien le français. Et ils savent très bien que le français est plus difficile que l'anglais. Donc, ils priorisent l'école primaire en français. Ce qu'ils font, c'est dès le préscolaire, ils envoient leurs enfants à une école bilingue, on dit bilingue, mais les 3 premières années se font en français, 100% français. Maths, toutes les matières se font en français. OK? Et à partir de la 3e année, ils font le transfert pour leur langue maternelle, petit à petit. Alors, pourquoi? Parce qu'ils ont acquis la base dans la langue seconde. L'oral de leur langue maternelle est déjà là, il suffit juste de l'activer. Et ça fonctionne à merveille. Donc, il y a les deux options. Il y a l'immersion pour ce qui est côté anglophone et l'anglais intensif pour ce qui est du côté francophone. Donc, après les 6 ans de primaire, on passe au secondaire. Donc, il y a 5 ans de secondaire. À la 3e année, c'est vraiment ce qu'on avait avant. Nous, on avait 7 ans. Moi, j'avais 7 ans en tout cas. 5 ans. À la 3e année, il y a l'orientation. Et là, on décide si on va faire un cursus universitaire ou formation professionnelle. Ce qui n'existe plus ici, je pense. Et ça, c'est un grand problème. Donc, et les langues sont toujours présentes. Alors ici, je vais parler de ma fille qui est à la 1re année secondaire, qui a appris l'anglais, le français, l'arabe, toute l'école primaire, et maintenant doit apprendre le mandarin et le chinois, et l'espagnol. Donc, 5 langues
au bout de 7-8 ans. Et on ne parle pas de bilingue à peine. Hein. On parle d'anglais enrichi, on parle d'arabe enrichi, on parle de français enrichi. Tout, c'est le programme enrichi. Donc, c'est pas de l'initiation. Alors, ma fille, elle lit Moby Dick maintenant, que j'ai lu, moi, à l'université, ici en Tunisie. Donc, juste pour vous dire, l'enrichissement de la langue peut se faire à travers... Nous, on est resté dans la conception figée que la langue se fait juste dans le cours de langue. Ce qui n'est pas le cas là-bas. On enseigne les maths, mais dans une situation de résolution de problèmes, on travaille les stratégies de lecture. Comment il faut faire une inférence entre ces données-là et ces données-là. Donc, tout se travaille à travers les matières. Et c'est ça qui explique le niveau avancé pour les langues là-bas. OK? Alors, après ces 5 années de secondaire, on a ce qu'on appelle le cégep. Imen, elle brûle, elle veut voir le cégep à Sfax. Mon fils est au cégep maintenant. Donc, le cégep, c'est 2 années préparatoires à l'université. Donc, on a les gens qui vont aller en médecine, ils vont s'orienter plus sciences. J'ai mon fils qui s'oriente vers les affaires, donc il va plus vers économie, gestion et toutes ces affaires-là. Donc, déjà, leur avenir se dessine. Et je peux vous dire, les enfants, là-bas, c'est épatant. Dès le début du secondaire, ils savent ce qu'ils veulent faire. Ce qui n'est pas le cas. Nous, hein, je me rappelle, j'ai eu le bac ici. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? C'est l'ordinateur qui va décider. Voilà, les notes, bon. Dans mon cas, c'était mon père. C'est pas l'ordinateur. Non, parce que je voulais faire sport. Il m'a dit, c'est pas qu'il fallait rester ici. En français ou en anglais pour sortir. C'était ça, pour quitter. Alors, c'est ça. Pour après aller à l'université, on va parler après un peu de l'université. Alors, l'immersion française, juste pour vous dire, parce que je sais qu'on s'intéresse beaucoup au côté francophone, donc je décris un peu plus l'immersion française, et je suis responsable des enseignants qui vont enseigner dans ces programmes-là. Pour le français langue seconde au Québec, il y a l'immersion, et il y a ce qu'on appelle les classes d'accueil. Les classes d'accueil sont conçues pour les immigrants qui arrivent avec des enfants qui doivent fréquenter l'école dès leur arrivée, mais qui ne parlent pas le français. Donc là, on va faire 2 années dans lesquelles ils apprennent la langue. C'est un programme d'accueil. Donc pour les allophones, on les appelle les allophones, les immigrants. Et après ça, ils vont intégrer le programme régulier. Donc, l'immersion, on parle, c'est ça, l'immersion, on peut parler d'immersion précoce. Ah oui, je connais le phénomène. Wow, moi aussi, je l'ai. Alors, je vais laisser le mouvement se faire et après, ouais. Alors, c'est concentré, par exemple. Ils sont perdus. J'ai ma soeur, prof de maths, qui souffre comme c'est pas possible. Donc, il y a des conditions à considérer. Donc, on peut avoir du français comme langue seconde à 100% du temps, comme on peut l'avoir à 50% du temps. Mais ça reste très significatif. Donc ça revisite un peu ce que je viens de dire. Et là, c'est l'important qu'il faut comprendre. Les principes de base de l'école québécoise. On n'est pas là pour accumuler des savoirs. Ce qui est le contraire ici. Je regarde les enfants. J'ai donné l'exemple hier à un groupe d'amis. Je vais le donner aujourd'hui. J'ai une petite nièce. Alors je dis, Maria, Tarbia Islamia. Maria, à quel islam? On l'a vu l'année dernière. Alors c'est ça. On cumule, on passe l'examen, on laisse dans le placard, on passe. Ça, c'est pas ce qui se fait au Québec. Au Québec, on fait 2 choses. On veut développer des gens
C'est des savoirs agir et non pas des savoirs. Alors, on a le savoir-être, le savoir et le savoir-faire. Savoir-être, on touche tout ce qui est affectif, tout ce qui est motivation, tout ce qui est attitude. Je suis passée par le système tunisien, je me rappelle de personne qui a travaillé sur ma motivation. Au contraire, on travaille dans le sens contraire. Okay? Les savoir-faire, on ne les travaille pas en Tunisie. Si je parle comment comprendre un texte, allez demander à n'importe quel élève, primaire, secondaire, je le fais à chaque fois, je m'amuse quand j'arrive ici, je fais le test. Alors, assis-toi avec moi, dis-moi comment tu comprends un texte. Elle le lit, elle répond aux questions de compréhension. Alors, mettez ça de côté et pensez à vous-même quand vous lisez un texte. Pourquoi on lit un texte? On ne va pas le lire pour répondre à des questions de compréhension. On va le lire pour tirer de l'information qu'on va résumer, pour après faire autre chose. On va écrire un article où on va... Alors, tout ça, ce circuit-là, il faut le reproduire à l'école. Donc, c'est des savoir-faire et en plus, on prépare à la vie. C'est ça, la différence. On ne fait pas l'éducation pour avoir A ou B ou 18 de moyenne ou 19 de moyenne. On fait pour préparer les enfants à la vie quotidienne. Alors, pour cette raison-là, tout l'enseignement dans l'école québécoise tourne autour de ce qu'on appelle les domaines de formation. Donc, on a des domaines de formation qui guident un peu les choix du matériel et tout. Et il y a des choses qu'on ne touche pas chez nous, ici, chez nous ici. Alors, santé et bien-être, sciences peut-être, pas en français, pas en anglais, pas en langue maternelle, rien. Vivre ensemble et citoyenneté. Alors, c'est pour ça que je l'ai mis ici, parce que il y a deux choses. Je vais vous donner un petit exemple que je donne tout le temps. Tu viens à un enfant ici et tu lui dis, tu as accès à Internet et tu dois dessiner quelque chose dans ce thème d'art plastique. Eh bien, cet enfant-là va aller sur Internet et copier un peu. Alors, je suis partie avec cette idée avec ma fille parce que je ne suis pas artiste du tout. Elle est venue un jour, je suis fatiguée, j'ai dit, pas regarder. Maman, ça s'appelle plagier. Deuxième année primaire. Plagier. Mon neveu l'année dernière, il a soutenu son PFE. Il m'a appelé avant 2 jours. Il m'a dit, Salette, ils vont poser des questions sur les problèmes de plagiat. C'est quoi ça? PFE, deuxième année primaire. À cause de cette notion de tourner autour de domaines qui nous touchent dans notre vie quotidienne. On enseigne pour préparer les enfants à la vie quotidienne et non pas pour accumuler des savoirs. Ok? C'est encore de l'ancien régime, madame. Excusez-moi, je vous interromps. Oui, vas-y. De l'ancien régime. On ne peut pas parler ni savoir-faire, ni quelqu'un qui voudrait faire une journée scientifique ou je comprends. ce qu'on veut. Il faut informer l'autorité compétente pour nous donner la permission. Et encore. Oui, je sais. Mais aussi parce qu'on est resté figé dans nos têtes, nous aussi, on est pas mal passé. Je ne vais pas faire de politique, donc je vais me glisser doucement. Alors, on travaille dans l'école québécoise, le mot c'est les compétences. On travaille les compétences transversales et on travaille les compétences disciplinaires. Alors, les compétences transversales qui sont travaillées dans tous les problèmes, quelle que soit la spécialité, sont les suivantes. On a les compétences d'ordre intellectuel, d'ordre méthodologique, je vais vous parler un peu de chaque type, d'ordre de la communication et d'ordre personnel et social. Alors, mon Dieu, je vais parler de ces deux. Alors, l'ordre intellectuel généraliste, exploiter l'information,
résoudre des problèmes. L'apprentissage se fait par la résolution de problèmes. Parce que c'est ce qu'on fait dans la vie. On fait face à une situation qu'on doit résoudre. On doit choisir les données importantes, comment les classer, comment les analyser. C'est pour ça qu'on travaille avec la résolution de problèmes pour que les élèves apprennent à résoudre des problèmes. Et se donner des méthodes de travail efficaces. On veut un élève qui développe beaucoup tout ce qui est cognitif. Qu'est-ce que je veux dire par le métacognitif? Alors, les savoirs, ça c'est du cognitif. Je sais ça, les règles, je ne sais pas. Tout ce qui est métacognitif, moi j'ai résolu ce problème. Après, je regarde. Peut-être le professeur a corrigé le problème, ou j'ai remarqué un élève à côté. Je regarde et j'analyse. Qu'est-ce qui a fonctionné dans ma façon de faire, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné? On veut avoir un élève qui réfléchit, qui est dynamique. Ce n'est pas un élève qui reçoit et qui accepte tout ce que l'enseignant lui dit. Il doit comprendre, il doit s'auto-évaluer et s'auto-réguler tout le temps. Alors, de ça, je vous dis, qu'est-ce qu'on a en termes d'évaluation en Tunisie? C'est quoi? On a l'évaluation, ce qu'on appelle sommative. C'est l'enseignant qui va donner un test, un devoir, qui va corriger. Oh, ça n'existe pas encore, mais... Donc, on a ça. À l'école québécoise, dans l'école québécoise, on a deux types d'évaluation. On a l'évaluation sommative qui est à la fin d'un trimestre ou à la fin d'une séquence d'apprentissage, mais on a l'évaluation formative. C'est l'élève qui s'évalue. Parce que, rappelez-vous, si vous avez, vous avez fait l'exercice d'essayer d'expliquer quelqu'un à un ami de votre âge, quand on explique, on comprend mieux. Quand on s'évalue, on identifie nos faiblesses, nos lacunes et on les travaille. C'est pour ça que c'est très important. Alors, je dis ça pour exposer l'école québécoise parce que je vois que le monde est intéressé par l'école québécoise. Donc, j'explique comment ça fonctionne. Alors, résoudre des problèmes, je vais attirer votre attention sur deux aspects. Effectuer, alors l'aspect évaluer sa démarche. Toujours en essayant de résoudre un problème, on évalue notre façon de faire. C'est ça le métacognitif qui est très travaillé dans l'école québécoise. Alors, un enfant, quand je m'assois avec ma fille, je lui dis non, elle te dit non, ici il faut activer mes connaissances antérieures parce que je ne connais pas le mot, je vais activer tout ce que je sais sur le sujet. Va dire à un élève ici, active tes connaissances antérieures, ou fais des inférences, ou résume ce que tu as lu. Et ça, je suis certaine, le résumé, c'est copier quelques phrases et les coller ensemble. Alors qu'il y a toute une stratégie de résumé. De développement actuel. Et pour apprendre, pour s'améliorer, je dois aller à zone proximale. Comment je peux arriver? Si en collaborant avec les autres, ils vont me fournir l'étayage nécessaire pour arriver. Sinon, on n'avance pas. C'est ça. Dernier aspect duquel je vais parler pour l'école québécoise. Et je vais mettre l'accent sur la lecture parce que la lecture n'est pas enseignée en Tunisie. La lecture, je le dis, je le répète, on n'enseigne pas nos élèves comment lire. On n'enseigne rien par rapport à la lecture. Alors, pour le programme de français langue seconde, les compétences disciplinaires sont les suivantes. Lire des textes variés. Alors, ils doivent apprendre à lire, à interagir en français et à produire des textes variés en français. Tout ça se fait en lien. On n'isole pas, aujourd'hui je vais donner un sujet, écris-moi, je ne sais pas, 100 mots là-dessus. Non, de la lecture, on découle à l'écriture, de l'oral, on découle à... C'est toujours un après l'autre. C'est cyclique. C'est pas un bout à la fois.
C'est très cyclique. Par exemple, aujourd'hui, je vais expliquer à mes élèves comment écrire un texte argumentatif. Je ne vais pas leur donner une liste de règles. On va lire un texte argumentatif, on va le comprendre pour ressortir la structure, pour après passer à l'écriture. C'est dans ce sens-là. Alors, la lecture, j'espère vous convaincre aujourd'hui qu'on a un problème majeur à l'école tunisienne, c'est qu'on n'enseigne pas la lecture. Un élève qui ne sait pas lire, il ne réussit pas ses maths, il ne réussit pas ses sciences, il ne réussit rien. Parce que maths, c'est résolution de problème. Science, même chose, c'est un problème. Alors, ce qui arrive lorsqu'on lit, si je deviens trop technique, là, arrêtez-moi, je vais passer. Qu'est-ce qui arrive lorsqu'on lit? Lorsqu'on lit, on arrive à l'école, par exemple, pour apprendre l'arabe, langue maternelle, on a déjà notre oral qui est très développé. On a notre syntaxe qui commence à se développer déjà dès l'âge de 2 à 3 ans. Donc, le langage oral, là, il est là, il existe. Quand on arrive à l'école, ce qu'on doit faire, c'est faire le lien ou les relations entre l'oral et l'écrit pour pouvoir lire. Alors, ça, c'est les régions pour le traitement du langage oral qui se développe jusqu'à l'âge de 5 ans. Arrivé à l'école, il est déjà développé. Quand on veut faire le lien entre l'oral et l'écrit, ça se fait dans le cortex. J'aurais aimé trouver des neurologues qui peuvent assister ici. Ça se fait dans le cortex visuel. Ah oui? Excellent, parce qu'on va parler un peu de dyslexie. OK? Lorsqu'on lit, donc il y a une partie qui travaille dans le cortex visuel, mais il y a les 2 parties majeures qui sont touchées par la lecture, sont ces deux points rouges. J'ai mis une flèche là qui est un peu perdue, c'est l'effet de l'heure de travail hier soir, mais ça touche un peu. Donc, l'élève doit comprendre le lien entre le son et la suite des lettres. Graphème, phonème, on appelle ça, techniquement. OK? Pour vulgariser encore les choses, un cerveau qui est un peu fancy. Alors, lorsque les élèves commencent à lire, vous imaginez les élèves, ils sont étourdis après mes cours. Donc, je tourne toujours comme un... Graphème, phonème, les élèves, quand ils commencent à lire, ils font les liens entre l'oral et l'écrit. Ils doivent lire, quand je lis les graphèmes pour faire le lien entre ce que je connais à l'oral pour après passer au sens. En lisant à répétition, on n'a plus besoin de ce passage indirect. On appelle ça la voix indirecte. Ils deviennent capables, avec la lecture répétée, ils deviennent capables d'aller directement du graphème au sens. Alors, tout ça pour vous dire quelque chose. Quand on veut que nos élèves soient capables de lire, voilà tous les aspects qu'on doit développer. Il y a le vocabulaire. Alors, on appelle ça, ce côté-là, qui n'est pas travaillé du tout en Tunisie, je l'ai mis un peu plus lourd, parce que si, on appelle ça les processus de bas niveau. Savoir comment décoder les mots. Savoir comment lire fluidement. Qu'est-ce que je veux dire par fluidement? Je lis pas syllabe par syllabe. Je lis pas mot par mot. Je lis par groupe de mots, comme lorsqu'on parle. Alors, tout ça, ça ne s'enseigne pas. La conscience phonologique, qui est associée au lien entre les sons et les lettres, on ne les enseigne pas, on appelle ça la conscience phonologique, et la manipulation des parties de mots, on ne fait pas. Les syllabes, les rimes, les attaques, on ne les cible pas. Alors, je regarde notre collègue, la neurologue, pour dire, quand on ne travaille pas ces aspects-là, nos pauvres élèves dyslexiques souffrent. Je suis maman d'un élève dyslexique.
Et je suis certaine, s'il était ici, il allait être classé quelque part. Alors qu'au Québec, il est dans une classe normale, il est intégré à une classe normale, on l'aide à régulière, quand je dis normale, régulière, on l'aide avec la conscience phonologique. Il doit apprendre à décoder et à lire fluidement. Tout ça, je vous le jure, je mets mes mains dans le feu, ne se fait pas en Tunisie. Je n'ai pas besoin d'aller visiter 1000 écoles. J'ai vu, on a quelques écoles qui s'appellent les meilleures écoles. Si eux, ils ne le font pas, on peut imaginer la suite. Le cerveau revient, je vais... Pourquoi ça revient? Alors, je vais vous donner un petit exemple. Ça, c'est des exercices que je fais avec mes étudiants à l'université. C'est drôle, mais ça leur apprend, ça les aide à comprendre le lien entre le phonème et le graphème. C'est l'outil que j'ai utilisé avec mon enfant dyslexique, parce qu'on m'a dit, il ne va pas arriver à la première année secondaire. Mais avec ce genre d'activités qui ne se font pas ici, donc ici, as-tu peur des serpents? C'est vrai qu'ils ont l'air effrayants, mais ils ne sont pas tous dangereux. L'idée, c'est que, alors, ils se déplacent très vite sur le sol en faisant ça, c'est quoi? C'est le son. Tiens, regarde celui-ci, son corps a la forme de la lettre S. Ça, c'est la lettre. Graphème, phonème. Alors, les élèves doivent faire S. Parce que quand tu vas lire un mot, tu ne vas pas dire S, A, B, C, tu vas lire les sons. C'est ce lien qui ne se fait pas à l'école. Et c'est ce lien qui rend nos élèves incapables de lire. C'est simple. Et après, ça va aller aux maths, aux sciences, partout. Alors, un autre exemple pour le F. Voici comment un élève dyslexique lit un texte. Alors, je vous laisse lire. C'est un texte littéraire, mais un élève avec difficulté lit comme ça. Et regardez, quand vous lisez comme ça, à quel point c'est difficile de comprendre ce que vous êtes en train de lire. Alors, si on ne prépare pas nos élèves à bien décoder le texte, ils se trouvent dans cette situation-là, et alors, oubliez la compréhension. OK? La fluidité, je l'ai dit, c'est lire en groupe de mots rapidement, avec expression. Qu'est-ce qu'on fait dans l'école québécoise pour développer tout ça? Une pratique innovante, les théâtres de lecture. Okay? Alors, c'est où on fait de l'expression, la poésie, le théâtre, on utilise ces outils-là pour développer la fluidité. On fait ce qu'on appelle les rallyes de livres. Alors, on va choisir des constellations de livres. Qu'est-ce qu'une constellation de livres? C'est un ensemble de livres qui sont liés par quelque chose. Ou bien par thème, ou bien par auteur, personnages, les loups, les princesses, des choses comme ça. On a 15 livres. Au bout d'un mois, qui lit les 15 livres et fait des exercices de compréhension et des jeux. Les activités ludiques, mes amis, font toute la différence. Ce n'est pas les questions de compréhension qui font la différence. Donc, ce qui n'est pas ici. Donc, fait important, au début, il faut enseigner le décodage, c'est ce qu'on fait au Québec. Si on n'enseigne pas le décodage, on a les problèmes de dyslexie. OK? Ici, en Tunisie, on a l'approche globale. Mon fils a appris avec l'approche globale. Ça a accentué son problème. Quand tu t'assois avec lui et tu commences à se découper en syllabes, là, il se sent un peu perdu parce que personne ne lui a enseigné ça. Donc, c'est ça. Un lecteur qui maîtrise le décodage mais ne comprend pas ce qu'il lit présente un profil de faible lecteur à qui on doit enseigner les stratégies de lecture. J'ai mis toute la liste. Qu'est-ce qu'on doit faire avant la lecture, durant la lecture,
Après la lecture, je peux partager le document, vous n'avez pas besoin de... Je vais le partager. OK? Les stratégies les plus importantes à enseigner à nos élèves sont les suivantes. J'ai mis des étoiles à côté des incontournables. Activer ses connaissances antérieures. Je vais lire le texte, il a l'air de la force. Alors, les connaissances en lien avec la structure du texte et les connaissances en lien avec le contenu qu'on voit à travers les images, les titres. Alors, il y a prédire, il y a questionner, faire des inférences et résumer. Les pratiques innovantes, ce qu'on fait maintenant, très récentes qu'en pratique, c'est l'enseignement réciproque à l'école québécoise. C'est quoi l'enseignement réciproque? J'aimerais bien voir des collègues ici le faire. C'est qu'on va asseoir les élèves en groupe de 4. Chacun est responsable d'une stratégie. Ils vont lire le texte. Un est celui qui pose les questions. Un est celui responsable du vocabulaire. Un élève est responsable de résumer. De telle façon, il se sent obligé de visiter les 4 stratégies. Et on change de rôle à chaque fois pour enfin automatiser ces stratégies avec chaque élève. Ça ne se fait pas ici. Donc, c'est l'avantage d'amener une école québécoise peut donner ces exemples de pratiques qui peuvent servir de tremplin pour les autres, de venir, d'observer et de comprendre comment ça fonctionne. Alors, les principes de base pour clore ma première présentation. On a les dispositifs variés. Lorsqu'on enseigne la lecture, on n'enseigne pas d'une seule façon. Il y a la lecture aux élèves faite par l'enseignant pour modéliser comment lire. Il y a la lecture guidée, l'enseignant qui lit avec les élèves, avec des petits groupes. La lecture partagée, les élèves lisent en petits groupes, l'enseignant aide, corrige. La lecture autonome. Dans une seule classe, les élèves n'ont pas besoin d'être tous en train de faire la même chose. J'ai mes avancées, j'ai mes faibles, j'ai mes moyens. Alors, l'école québécoise est basée sur la différenciation. La différenciation, c'est que dans la même classe, un groupe peut faire la lecture autonome, un autre fait de la lecture guidée, l'autre fait de la lecture partagée et l'enseignant aide. L'enseignant dans l'école québécoise n'est pas le maître des savoirs. C'est un facilitateur, c'est un modèle à suivre, ça ne s'arrête pas. Okay? Il y a l'adaptation scolaire pour aider les élèves en difficulté d'apprentissage et idéalement, on le fait de façon intégrée. Il ne faut pas isoler les élèves avec difficulté d'apprentissage. Il ne faut pas les sortir de la salle de classe. Ils se sentent déjà différents. Il ne faut pas les pénaliser d'apprentissage. La collaboration, je l'ai expliqué. Et ça s'arrête là, si vous avez des questions. Ça, c'est la deuxième partie. Okay. Alors, est-ce qu'on a des questions pour l'école québécoise? Oui? Hein? Une école très avancée. Très avancée. Je vais répondre à cette question. Elle n'est pas avancée en termes d'infrastructure. C'est juste les pratiques. Parce que, pourquoi? Je vais parler de ça après. Quand on forme les enseignants, on ne forme pas des enseignants pour développer une expérience. L'expérience, ils vont l'accumuler après. On forme des enseignants qui sont aptes de faire la recherche et dans leur salle de classe, ils vont pouvoir essayer des choses pour résoudre. On est toujours dans une de résolution de problème. J'ai un élève qui ne semble pas être capable de faire ça et ça. Peut-être lui, il a des difficultés d'apprentissage, dysorthographie, dyspraxie, dyslexie, il y a plein de difficultés. Je vais essayer ça avec lui, voir si ça peut l'aider ou pas. C'est ça qui fait la différence. Donc, nous, dans notre programme, cette année, on a restructuré. Et l'autre chose, l'autre chose qu'on ne fait jamais ici, c'est qu'on restructure nos programmes de formation à la demande des étudiants et du terrain.
Je vais vous dire une chose. Quand j'ai voulu comprendre le système tunisien cette année, parce que je veux faire une étude comparative pour publier, pour expliquer les choses, je parle à un professeur universitaire, comment ça fonctionne l'école? Va demander à un inspecteur, j'appelle un inspecteur, comment le lien entre l'école et l'université. Appelle un professeur. Je suis perdue entre les deux. La communication ici, j'ai l'impression qu'il y a une séparation énorme entre l'institution secondaire et primaire et l'université. C'est pas comme au Canada. Nous, on répond aux besoins du terrain. On a des élèves qui ont ce profil, aidez-nous. Pourquoi on fait ça? Parce qu'on a des civilisations, je les ai eues toutes. Tout un plateau de matière. Littérature, civilisation, linguistique. Parler de didactique, parler de gestion de classe, parler de psychologie. Je suis arrivée, j'ai été deuxième de la promotion. Je suis arrivée au Canada. Parler d'agriculture, parler comment enseigner la... Oh mon Dieu, j'étais dans un autre monde. Je vous le jure, je suis allée pour faire la linguistique, parce que nous, la mode ici, littérature, linguistique, civilisation, c'est l'histoire. Il ne fait rien sur comment enseigner. Comment tu veux qu'ils enseignent s'ils ne savent pas comment enseigner? Et les inspecteurs, ils peuvent aider, mais les inspecteurs qui, avec l'âge, qui n'ont pas eu la formation nécessaire pour former les autres, ils vont passer les mêmes problèmes. L'inspecteur devant nous, je te regarde, il me confirme la chose, parce que c'est une réalité. Si tu n'as pas formé pour le faire, ça va être ça. Tu vas passer les mêmes connaissances. C'est pour ça maintenant, la méthode audio-orale dans laquelle l'enseignant dit quelque chose, l'élève répète après lui, existe encore en Tunisie. Ah, ça fait des années 70 qu'elle n'existe plus au Canada. 70. On est encore là. La Corée, l'année 69, la Corée et la Tunisie étaient à pied d'égalité. L'année dernière, je suis allée parce que la Corée est classée première en éducation. Je suis allée pour comprendre le système éducatif. Ils ont changé tout. C'est ce qu'on doit faire ici. La volonté, ça demande la mobilisation. Oui, monsieur qui voulait me poser une question. Madame, le micro, s'il vous plaît. Madame, le micro, s'il vous plaît. L'enregistrement. Ce que vous avez déjà évoqué, d'accord? Ouais. Donc je vous permets de me présenter, donc je suis moi le professeur de l'université en psychopédagogie, donc Dans les domaines moi-même connexes. également. Aussi, peut-être que je me permets de présenter une petite remarque en tant qu'expert avec la Banque mondiale. J'ai travaillé beaucoup avec des Canadiens sur des projets nationaux et même internationaux, d'accord? Donc, j'étais également aussi conseiller du ministre de l'Éducation et j'étais le premier à démissionner parce que j'ai la sensation que nous sommes en train de travailler des réformes illusoires qui ne touchent pas vraiment la réalité des choses. Peut-être j'ai arrêté ma mission au sein du ministère après avoir organisé le premier congrès international sur les réformes scolaires. C'était le 29, 30 et 31 mars 2012, dans lequel j'ai fait appel à des experts internationaux des différents pays, d'accord, pour voir leur expérience en matière de réforme scolaire. Premièrement, donc, je n'ai rien contre le système canadien, mais je pense que son statut international, si on observe le résultat des compétitifs, donc c'est pas aussi modèle comme on l'imaginait par rapport à des pays comme Finlande, par rapport, d'accord? Chez nous-mêmes, il va s'inspirer de ce modèle. D'accord. Madame, le système éducatif tunisien n'est pas aussi obscur et mauvais comme il était présenté en quelque sorte. Il y a toujours des petits points positifs. C'est certain, on est le résultat de ce système. Vous avez parlé de l'évaluation informatique. C'est une pratique pédagogique qu'on a vu depuis les années 70. D'accord. C'est-à-dire, et si vous observez maintenant, madame, le système d'enseignement sur une approche par compétence, on travaille tous les modules
d'évaluation et dans lequel, bien évidemment, on travaille le diagnostic des acquis des élèves pour développer des remèdes pédagogiques sur mesure. Donc, à mon sens, il y a pas mal de points positifs qu'on peut garder, comme M. l'éducateur disait, mais le point d'Archimède, c'est ce qu'il appelle les compétences professionnelles des enseignants. Et c'est le problème majeur auquel je me suis confronté, d'accord, maintenant, j'ai aussi mon école privée, d'accord, et j'ai encadré pas mal de thèses sur le niveau de professionnalisme des enseignants. D'accord. Écoutez, madame, il y a peut-être 4 grandes failles dans la pratique pédagogique des enseignants. Je ne suis pas en train d'évoquer ce que j'appelle la formation académique, les savoirs épistémologiques et maîtrise. Ce n'est pas un problème. Pour un chimiste, pour un batteur, pour un musicien, d'accord, je suis jamais en train de critiquer ce que j'appelle les soubassements scientifiques dont ils disposent. Mais un enseignant, confronté à une situation atypique, situation d'échec, de dyslexie, de dysgraphie en quelque sorte, et je vais vous parler pas mal d'expériences que j'ai vécues. Quelles sont les connaissances qu'il est en train de mobiliser pour comprendre, analyser ces situations? On trouve ici que nous sommes devant un enseignant qui ne pense absolument rien de ces phénomènes-là. C'est pourquoi, et ce que je dis, en quelque sorte, au niveau du primaire, du secondaire, peut être transposé même au niveau de l'enseignement supérieur, en quelque sorte. C'est l'idée. On travaille, nous, à l'université, à l'enseignement primaire, en secondaire, comme si le message passait parfaitement entre une raison parfaite par rapport à une autre raison parfaite. Or, entre les deux, bien évidemment, il y a toujours des déformations, voire même des résistances. Je pense, et par rapport au problème de lecture que vous avez évoqué, donc je travaille beaucoup sur le problème de lecture, d'accord, l'approche neurologique elle est intéressante en quelque sorte, mais elle est valide par rapport au cas pathologique. Par rapport aux cas normaux, d'accord, la lecture, il y a toute la théorie du contexte. D'accord, vous ne l'avez pas évoqué dans votre... C'est un grand paramètre. D'accord. C'est le contexte qui induit le sens, la signification, l'interprétation, etc. Et c'est pourquoi un même message, d'accord, c'est pas seulement un problème de graphème, un problème de phonème, un problème de conjonction. Cette conjonction se fait dans le contexte, d'accord. Une phrase peut être comprise avec un sens quand elle est prononcée dans un contexte bien déterminé. Si je vais l'apprendre, d'accord, par exemple, je prends l'exemple très simple. Vous m'avez prêté 5 dinars. Je vous ai promis que demain je vais les rendre. Ah, je n'ai pas rendu. Vous allez me dire, bonjour Moral. Je vais comprendre que vous demandez votre 5 dinars, bien évidemment. Donc il y a toute la théorie du contexte. Et moi, personnellement, dans mes pratiques pédagogiques, je travaille beaucoup sur le paramètre, sur le facteur déterminant du contexte. Donc je voulais juste rebondir un tout petit peu par rapport que la réalité de notre système éducatif en Tunisie, d'accord, ce n'est pas une réalité catastrophique du point de vue, d'accord, du point de vue quoi? Du point de vue de ce que j'appelle le militantisme pédagogique. On a des enseignants qui voulaient en quelque sorte aller jusqu'au bout de leur potentiel. Mais malheureusement, ils sont défaillants en matière de connaissances, en matière comment dire, de paradigme. De paradigme. Ils ne sont pas défaillants. D'accord. C'est le système. Oui, on va qui les oblige à être défaillants. Absolument, parce que qu'est-ce qu'on a comme... Je parle du primaire, que je connais parfaitement. Qu'est-ce qu'on a comme enseignant? On avait 4 politiques de recrutement des enseignants. Il y a les fameux normaliens, qui sont maintenant partis presque tous à la retraite. Clair. Puis, comment on récupère les enseignants du primaire? Ce sont les différents universités. Ceux et celles qui n'ont pas réussi à l'université en primaire, un an, deuxième année, en France, il y a la formation, la formation professionnelle qui fait beaucoup de choses. Oui, on a travaillé les fameux instituts supérieurs de formation générale. Excusez-moi, je suis vraiment désolée. Je suis venue de Hammamet spécialement pour cette journée. Donc je ne veux pas perdre mon temps. Il faut qu'il y ait organisation. Que quelqu'un distribue la parole, qu'on sache le temps de parole de chacun. Et de quoi? Pourquoi on est là? Pourquoi il est là? Pourquoi le collègue? Avec tous mes respects pour le collègue, nous devons savoir gérer notre temps. C'est très très important.
Je suis vraiment désolée pour cela. Je vous assure, je me suis tapé l'autoroute pour cela. Donc j'ai pas envie, non, j'ai bien dit, mais je ne veux pas assister à des conférences. Je déteste les conférences. Voilà. On a un travail qui a été fait. On essaye d'aller dans le sens de son travail. Des questions, des Voilà. questions. Alors, je vais me permettre de reprendre deux points. Alors, organisons, s'il vous plaît, quelqu'un Les interventions. distribue la parole, s'il vous plaît. Je suis désolée. Je vais reprendre deux points. Pour ce qui est du classement PISA. Classement PISA. Ouais. Alors, le Canada est classé toujours dans les 10 premiers. La Tunisie, elle est classée. Non, elle est 62 sur 65, c'est l'année dernière. Il y a 65 pays dans les études PISA. Et je fais partie des études PISA, il y a 65 pays, la Tunisie est 62e sur 65. Le Canada est 8e sur 65. La Finlande est 5e sur 65. OK? Donc, pour dire que le Canada, je suis le résultat de ce système. Ce que je suis en train de dire aujourd'hui, je ne suis pas en train de dénigrer le système tunisien. Je suis en train d'identifier des pistes pour améliorer le système tunisien. Alors, ça, c'est des points qui manquent au système tunisien. Et après, on va parler du grand problème du système tunisien, qui est la formation des enseignants à l'université. Donc, je pense répondre au point soulevé, dans le sens où je suis tout à fait d'accord que c'est le système. Il y a des enseignants qui réussissent bien, malgré le système et non pas grâce au système. C'est leurs efforts. J'ai des amis très chers ici, on a étudié ensemble, en galère pour réussir. Là-bas, on pousse, on aide, on fournit pour réussir. Alors, les enseignants sont valorisés, pas de la même façon que la Finlande. On est conscient. Le Canada analyse de très près ce qui se fait en Finlande. Cette année, on a restructuré tous nos programmes de formation pour s'approcher plus de la Finlande, parce qu'on a fait de la recherche là-dessus. C'est ce que je suis en train de faire pour la Tunisie. C'est des études comparatives pour comprendre comment on peut changer la formation des enseignants en Tunisie. C'est ça. Le noyau faible en Tunisie. La formation des enseignants. Alors, des questions. Il y a quelqu'un. Une question. J'avais vu en 2006. Ouais. Juste une question. J'avais lu en 2006 une série d'articles justement sur les déficiences du système pédagogique et du système éducatif tunisien. En 2006, sur le monde diplomatique, je les ai encore, les coupures de journaux. Ce que je ne comprends pas, c'est que tous les responsables de l'éducation, tous les dirigeants, même Ben Ali était conscient à l'époque de cette défaillance-là. Mais pourquoi est-ce que personne n'a osé mettre en œuvre ce train de réforme dont on a besoin pour rendre notre école et notre université plus performantes? Qu'est-ce qui les a empêchés? En sachant que chaque année, nous sacrifions des générations. Ça, c'est le point qui me motive et la raison pour laquelle je suis là, c'est savoir qu'il y a des générations qui sont en train de se perdre. Sacrifier, absolument. Okay, ça, on s'entend là. De souffrir. Pourquoi le gouvernement, les parents avec, je vois les parents, les cauchemars des parents, je les vois. Maintenant, pourquoi on n'a pas changé? On a les données, on a toutes les données, on envoie les documents, les ministres, ils viennent nous visiter, et après, pouf, ils mettent tout ce qu'on dit en arrière. Pourquoi? Il y a une rigidité au niveau de l'université. Il y a du monde qui chapeaute l'université et qui rend l'université imperméable à tout changement. Au niveau de formation des enseignants. C'est voulu. C'est voulu, c'est grave, c'est malade. C'est politique. C'est politique. Mais qu'est-ce qu'on veut faire de nos jeunes? On veut faire des compétences qui réussissent partout dans le monde. Voilà, on veut faire de nos jeunes des échecs programmés à l'aise. On veut une génération répétée.
Non, mais je suis venue, c'est là où je suis venue. Je vais expliquer pourquoi je suis ici. Je suis venue pour vendre un programme de formation fourni par l'Université de Montréal en Tunisie. Formation de formateurs pour une première cohorte, une deuxième cohorte, pour relancer le système de formation des enseignants en Tunisie. J'ai négocié pour avoir, vous savez que ça coûte 30 000 $, 30 000 dinars tunisiens l'année pour un élève tunisien au Canada. J'ai négocié pour que les études soient arabiques, la moitié de ce que les Canadiens paient. J'arrive ici, tout excitée, tout emballée. On me dit non, la didactique, on ne l'accepte pas, c'est une deuxième. Ah, ils vont pas. Après, quand ils arrivent pour avoir un poste, personne ne va les accepter. Quand ils vont passer d'un niveau de corps B à corps A, je ne sais pas quoi, on ne va pas les passer. Mais c'est quoi cette affaire? Ils vont passer de corbeille à corbeille, ils se retrouvent à la corbeille. Non, mais il reste éternellement à la corbeille. Excusez-moi, en partant du principe que le gouvernement canadien soutenait l'éducation tunisienne. Pendant l'ancien régime, nous savons que le Canada a donné des sommes colossales pour la Tunisie pour soutenir le système éducatif. Où est l'administration canadienne de toute cette défaillance? Est-ce que vous avez une réponse en tant que technicienne? En tant que technicienne, je n'ai pas de réponse. Je vais vous donner un exemple, un petit exemple. La Tunisie a fait une entente avec, s'est entendue avec des universités canadiennes pour introduire ce qu'on appelle le système EXAO à l'école secondaire. Le système EXAO, c'est une façon d'expliquer chimie et physique avec situation de résolution de problèmes. Au lieu de dire la température, quand on prend le phénomène de piscine, plonger dans l'eau et sortir de l'eau, pourquoi on a froid dès qu'on sort? Okay? Alors l'EXAO, il t'explique le phénomène, il t'explique comment le thermomètre fonctionne et il te permet de fabriquer ton thermomètre à toi. Donc on passe du consommateur au producteur. Eh bien, écoutez-moi bien. Après la résolution, j'ai dit, si comment on va bouger, j'appelle, je ne vais pas nommer de personne, je dis, hey, l'EXAO, c'est une bonne approche, ils vont l'introduire. Écoutez-moi ce qu'on m'a dit. On m'a dit tout le matériel, il est dans des boîtes, on l'a, comme l'ahd al-ba'id. Et donc, alors c'est là le problème. Ba'id ou la mish ba'id, on s'en fout, le matériel est là, il coûte des centaines de milliers de dollars. Il est classé quelque part parce que personne n'a pris le temps d'aller apprendre comment utiliser ce matériel-là qui révolutionne l'enseignement des sciences en Amérique du Nord, mais que personne ne veut utiliser. Le Maghreb, le Maroc, ils l'ont pris. Faculté de médecine, faculté de formation des enseignants, ils sont venus à plusieurs reprises, ils ont pris ça. La Tunisie, c'est dans des boîtes, je ne sais pas où. Juste. Dans des boîtes privées. Un petit exemple qui dit à quel point on est dans une mauvaise situation. Mais pourquoi avec les Japonais on utilise ces matériels, on ne les laisse pas dans les boîtes et tous les centres de recherche sont en train d'utiliser le matériel japonais, pourquoi on n'utilise pas ce matériel? Aucune idée. Citer des noms. Citer des noms, ça ne va rien changer parce que les noms changent. Il faut le changer, ce système. En tout cas, ça prend beaucoup de monde. C'est pour ça, on est là. Ça prend de la volonté et de la mobilisation. Merci. Bon, Madame Arik. Excusez-moi d'avoir été un peu violente tout à l'heure. J'en ai assez parce que je n'arrête pas de me battre pour l'université. Je suis Madame Zibagalek, faculté des lettres de Sousse, enseignante de français. J'avais enseigné 5 ans à Sfax. Je suis sfaxienne. Je pensais que Ahlem avait été dans mon lycée. Elle m'a dit qu'elle me connaissait, mais moi je ne la connaissais pas beaucoup. En fait, elle était dans un autre lycée, mais je lui avais dit que ça n'avait pas d'importance, que nous étions toutes et tous tunisiens. Hein. C'est très très important. Hein. Donc il faut que cette dimension soit prise en compte, hein, que toutes les régions aient la même importance. Alors, j'enrage déjà, la
première fois qui me gêne, la première chose qui me gêne, hein, vous me permettez de critiquer, hein, bien sûr, bien sûr. C'est déjà la mise en scène de l'enseignement chez nous. Ce que j'appelle en fait mise en scène, c'est-à-dire qu'il y ait un enseignant, hein, avec une estrade en béton. À la fac de lettres, c'est en béton. Et en plus, on m'a fait exactement une même fac de lettres en béton à Sousse. C'est esquintant pour le dos. Hein. Première chose, hein, donc ça, c'est la mise en scène, c'est-à-dire nous faisons du théâtre où nous croyons être des metteurs en scène ou de très bons acteurs. 10 thèses soutenues en finance et en comptabilité. Voilà, alhamdoulilah, voilà. علاش هذا كله ديفي؟ لاسيست انا عاود نقول لك شكون قدم السنه فيها الجوري دو ريكريتمون، سي ان ديفي كيف نقدم وما تخافوش. اش حبيت نقول لكم؟ شوف هذه توا الجماعه اللي عاملين فيها هما علماء وسيونس، وما لازم نحكي على العباد اللي كانت تحكي الساعيكه وفهمتوني شنو نقصد. واضح؟ سي بون. هاكا ميساج تري كلير فوالا. ما يعجبك حد شيء؟ جيب حد شيء. احنا معناتها في الجوري دو ريكريتمون واخذين وعد على روحنا اللي حتى ايتيديون ما يقف قدام لي ممبر دو جوري ويتهندل. سي انتردي. هذوما مازال معناتها ما ثماش سوبونس دو تيز دو دكتوراه مهما كان النيفو. اول حاجه احترام القدره البشريه. انا حتى في اللي نوت نتاعي جو دون با زيرو، اقل نقطه فيها 7 8 وانا تعرف انا في الكليه الكبير. علاش؟ احتراما للعقل البشري. اش معناتها ايتيديون تعطيه زيرو بون عطاك كوبي زيرو هذاك حاجه اخرى. مي طونك il a rédigé quelque chose, il a fait معناتها des idées, il a essayé de répondre, il a essayé de voilà, il faut le récompenser. Malheureusement, on a des détracteurs de l'université et destructeurs de l'université. وهذا يا ولاد بالنسبه لكم انتم لي جون فرصتكم باش تكملوا في السيونس وباش تكملوا. Donner des diplômes à des gens qui ont fait la révolution. Donc, la question qui se pose, Madame Ahlem, c'est, si vous voulez, le rapport entre les ressortissants de l'université et le monde du travail. Oui. Le milieu. Et ce qu'on appelle l'embauche. Qu'est-ce que nous sommes en train de former? Est-ce que nous sommes en train de former des gens qui vont trouver leur place dans le monde du travail? Et sachant aussi que le monde du travail, chaque 10 ans, évolue parce qu'on n'est pas indépendant économiquement et qu'on n'a pas le choix de nos propres secteurs. Quels sont les secteurs à développer? Nous sommes une économie, tout ce qu'il y a de plus dépendante. Donc nous ne sommes pas un pays qui a ses propres choix économiques. Il investit là-dedans pour demain que les jeunes qui sortent trouvent là-dedans leur place, etc. etc. Donc c'est ça. Et la crème du pays à l'étranger. C'est ce quoi qui est là. C'est ce vice de forme, en quelque sorte, entre fond et forme. Nous sommes en train de former des gens, mais quelle est leur place? D'où est-ce qu'on veut les gens? Le problème, je vais répondre immédiatement à ça. On est en train, je prends toujours l'éducation. Parce que c'est le fond de toute société. Qui s'en va en éducation? Chez nous, qui s'en va en éducation? J'ai fait lettres d'une famille toute scientifique et j'ai déprimé au bout de 2 ans. Parce que à la chambre de lettres, je me retrouve avec une certaine catégorie d'élèves. Ok? Je passe. Après, on arrive à l'université. C'est qui va amener nous à fabriquer la lettre, fax, lettre, chose? C'est lui qui se... Avec des clients, avec donc, des responsables. Donc ça, je pense que c'est un axe qu'il faut bien le développer à l'université. Bon, à l'université, mais bien avant, donc pendant le cursus. Parce que c'est dès le début, la lecture, c'est un incontournable. Il y a aussi l'oral. Je vais vous dire, je regarde les débats politiques. مش الاستاذ ولا مش المعلم، باش نحكي على اكسبيريونس نتاعي انا معناتها شخصيا. الاكسبيريونس نتاعي عندي 2 غوس، ولدي ملي هو عمره حكايه 5 في معناتها تونس، ونشوف هذا من صحابي من ليزيتيديون الليكتور باللغه الفرنسيه. هيك سي تان غرون معناتها بروبليم في تونس. اي ميرسي مدام. علاش؟ فوالا سي سا، علاش؟ اي ميرسي.
Je veux que ça mange. Alors, pour le français. Elle lit une phrase, je lis une phrase. Le modèle. Il faut modéliser à l'enfant. Je modélise les ponctuations. Je modélise la prononciation. J'ai pas compris. Je modélise. Ok. Modéliser, ça veut dire tu donnes l'exemple de comment faire. Un modèle. Un modèle. Alors, تقرأها كلمة هي تقرأ كلمة أنت تقرأ كلمة. Par exemple, ça donne un modèle de la prononciation. Ça donne un modèle. Et surtout, alors avec quoi ça commence ce mot-là? La conscience phonologique, la base de tout. Je peux vous le dire. Moi, j'ai fait la gaffe de ma vie avec mon fils, je ne l'ai pas fait. Ça le suit jusqu'à maintenant. Il a 18 ans. Mon fils, parfois, le P ou le CH, il a de la misère. Il a 18 ans, le français, c'est sa langue maternelle. Parce qu'à l'époque, je ne savais pas l'importance de la conscience phonologique. Après, j'ai fait la recherche, je l'ai compris. Ici, je le dis, je le redis, je suis certaine que ça se travaille qu'à la conscience phonologique. Tout ça, je vais regarder ma collègue de médecine, reste entre les spécialistes neurologie et difficultés d'apprentissage, et il n'y a pas de communication dans le milieu scolaire. Et le ministère aussi est responsable. Je l'ai dit, je le redis. Il y a 2 mois, ils ont invité Stanislas Dehaene. C'est le grand spécialiste des difficultés de l'apprentissage. Où est-ce qu'on l'a mis? À la faculté de médecine. On n'a pas invité le monde de l'éducation. J'ai regardé la vidéo de sa présentation, tout tourné autour de l'éducation. Pourquoi priver le monde de l'éducation? Les psychologues sont à la fac de médecine. Les psychologues sont à la fac de médecine. Juste pour compléter pour le monsieur avant qu'il ne parte, que je prenais pour un étudiant. حبيت باش نقول لك حاجه صغيره برشا. واحد يلزم يبدا مع صغارهم اللي عمرهم عامين. يحكي لهم حكايه بالدارجه. Mais ça commence comme ça. وراهو pour ce qui est de la langue française مش صحيح راهو الفرنسي معناها الناس الكل تحب كان الفرنسي معناها على خاطر الدارجه نتاعنا فيها برشا فرنسي. انا ديما نقول لهم الفرنسي راهي لغه تونسيه ولات. Je vous assure هي ولات. انتم حلوا راديو تسمعوا برشا فرنسي تسمعوا برشا عربي تسمعوا كل شيء معناها. Donc en fait nous avons le don des langues. Donc il suffit de favoriser ça dès la jeunesse. معناها الحكايات اللي يسمعوهم بالدارجه من بعد تقراهم لهم بشويه بشويه يقراهم بالعربي ويقراهم بالفرنسي. Et ça se passe très très bien. J'ai mon fils في السيزيام يقرا في كليله وزمنه وفي الحيوان وفي انا ما نفهمهمش هو يفهمهم خير مني. Je vous assure. Donc en fait c'est quelque chose. Ils ont des dons extraordinaires les enfants avec leur. C'est extraordinaire. Merci madame. Merci. Bon, maintenant on va... Autour du 21-22 août et se termine le 23 juin. Et il y a 3 étapes, c'est vrai. L'étape ne fait pas la différence. Si l'évaluation se fait de façon continue et n'a pas bloqué comme ça se fait maintenant. Ça devient une source de stress, ça devient... Et on se met à préparer à l'examen plus qu'on apprend. Ça, c'est un problème. On appelle ça en anglais, le terme, c'est negative washback. Ça veut dire que l'apprenant va avoir, tellement qu'il se prépare, il y a un autre problème qui s'ajoute, tellement qu'il se prépare et parfois les résultats sont négatifs, il ne veut plus apprendre. Ok? L'autre chose, il y a un problème encore plus grave en Tunisie. On prépare avec des exercices et on va balancer un examen, on va amener un examen pour lequel l'apprenant n'est pas préparé. Je suis partie de la Tunisie, à chaque fois on me donne un examen, je cherche les pièges. Je cherche les pièges. On évalue pour pénaliser en Tunisie, c'est pas pour évaluer les apprentissages. C'est pour cette raison qu'en France, il appelle l'examen examen d'évaluation de connaissances. Voilà. Il y a l'évaluation formative, il y a l'évaluation sommative. L'évaluation formative, c'est un outil d'enseignement et non pas un outil d'évaluation. On l'a pas ici.
Donc, pour moi, la question des trimestres, c'est un détail, c'est le fond qui est plus grave. OK? Les autres questions, bon, je ne me rappelle pas trop là, mais... Orientation. La didactique de l'amour. Oh, l'amour, voilà. La didactique de l'amour. Nous, on parle de la motivation et non pas de l'amour. On parle de l'attitude positive et non pas en éducation. Alors, je prends les garçons. La lecture. Je vais vous déranger beaucoup avec la lecture parce que pour moi, c'est le hic. Ouais. Les garçons, là, on met des garçons et des filles dans une classe et on leur donne tous le même roman à lire. Les garçons n'aiment pas les romans, la recherche le prouve. Les garçons cherchent un certain type de livre. Ils veulent les livres, les records Guinness, ils veulent les lire. Ils veulent les manuels. Ça, pour nous, c'est pas classé de la lecture. C'est de la lecture. Alors, la recherche démontre, la motivation fait toute la différence. Et on commence, c'est l'enseignant qui commence par la motivation, par motiver ses élèves. Si l'enseignant ne lit pas, il ne va pas passer cet amour. Et je m'excuse. Je m'excuse, je vois beaucoup d'enseignants qui ne lisent pas. J'ai mes sœurs, elles vont me détester. J'ai mes sœurs, elles sortent de la classe, elles préparent les examens, elles corrigent les examens, point à la ligne. Lis ça, lis ça. Ah, j'ai pas le temps. J'ai mal à la tête. Mais mon Dieu, tu lis pas, tu n'avances pas. Alors, on a ça aussi. Alors, moi, je regarde, j'ai une petite fille là de 12 ans. Je me bagarre avec elle pour arrêter de lire. Mais c'est grave. Pour arrêter de lire, alors elle était plante à poche. On se couche, dans notre tête, elle s'est couchée. Non, elle allume la petite lampe pour lire. Parce que dès le début, parce que j'ai fait la gaffe avec le premier, je me suis rattrapée avec la deuxième. Alors, maintenant, j'ai le beau problème. Alors, c'est ça, j'ai fait mon mieux. Alors, la formation, l'LMD, j'étais contente d'entendre Najib a parlé de l'LMD. Au Canada, on est parmi les rares qui n'ont pas accepté ce système. Un enseignant de mondialisation. Un système dans lequel, et on va changer ça pour 5 ans maintenant, dans lequel pour devenir enseignant, il faut faire des études pendant 4 ans. Même si tu veux enseigner le préscolaire. Même si tu veux enseigner le primaire, et surtout si tu veux enseigner le primaire. Tout le monde doit passer par une formation de 4 ans, 120 crédits. Quand je dis le 120 crédits, c'est, on compte les crédits par le nombre d'heures. Crédit, ça veut dire 15 heures de cours. C'est hyper chargé. Je le compare à ici, on joue. Le mot, on joue. Alors, 120 crédits, durée de la formation, 4 ans. Les conditions d'admission, et je reviens à ici. Les langues, c'est eux qui donnent les enseignants, primaire, secondaire, les littéraires, ou les sciences, ou les maths. C'est quoi les conditions d'admission pour les littéraires? 10. 9, le plus faible. Les programmes de formation à l'étranger sont contingentés. On choisit les bons éléments, on ne prend pas les mauvais. Alors, on a ça, hein? Avoir une moyenne bien déterminée. Au Canada, on parle de COTER. Réussir un test de français avant de commencer. Non, il y a un autre à la France. Il y a un test de français. Si tu échoues le test de français, tu as des cours hors programme pour te mettre au niveau des autres. Il y a un cours de mathématiques qu'il faut réussir. Nous, là, les élèves, là, les étudiants qui vont en anglais, en français, en arabe, aucun cours de maths. Ils vont enseigner au primaire, qu'est-ce qu'ils font? Comment? Tâtonner. Ils tâtonnent. Ils tâtonnent. Les maths, c'est des sciences exactes. Ah oui, oui. On ne prépare pas les élèves, les enseignants à ça. Donc, réussir un test de français, réussir un test de maths, et si on l'échoue, mise à niveau aussi. Maintenant, les conditions de poursuite. Là, tu as mis les pieds. Il y a des conditions pour continuer aussi.
Il faut maintenir une moyenne minimale de 2 sur 4.3, ce qui veut dire 60%, ce qui veut dire 6 sur 10, ou 12 sur 20. Mention ici. Okay? Bon, on n'a pas les mêmes façons de voir, on est très avare ici, il faut le dire, mais ça maintient. Réussir, on a aussi un test que tous les étudiants de toutes les universités doivent réussir avant la 3e année. S'ils ne réussissent pas le test avant la 3e année, on peut le mettre à la porte même à la 3e année. Okay? Il y a un test oral qu'il faut réussir avant la 4e année. Arrivé à la 4e année, tu ne réussis pas ce test, dehors. Et on ne joue pas avec ça. Un étudiant qui échoue le même cours 2 fois, dehors. Un étudiant qui manifeste des problèmes d'éthique, dehors. Cette année, j'ai mis à la porte de notre programme 6 étudiants. 6. Jouer avec les téléphones dans les salles de cours. Donc, ce qu'on fait, nous, en entrant, on a des boîtes pour les téléphones. Mettez vos téléphones et vous êtes les bienvenus. Tu veux chatter? Reste dehors. Ça, c'est des questions de gestion de classe qu'on n'a pas appris ici. On n'a pas de matière de gestion de classe. Là-bas, la gestion de classe, c'est une matière de base. Donc, on apprend comment moi, quand j'arrive à mon cours, mettez tous vos téléphones ici, je veux les voir. Alors, je regarde bien, je leur dis, je fais attention, je suis gentille mais méchante. Ils me détestent un peu. Je suis gentille et méchante. Je détecte un téléphone directement à la doyenne. Ah, avec les... Alors, 6 cette année, c'est l'année Greco pour nous. 6 dehors du programme à la 2e année. Donc, احنا خرجوهم الكره ويبطلوا كل je vais vous dire quelque chose. Si les profs ne font pas ça, les étudiants ne vont pas faire ça. C'est simple. Il faut donner l'exemple. Alors, au Canada, lorsqu'on forme les enseignants, on a ce qu'on appelle l'approche programme. C'est quoi l'approche programme? C'est qu'on a un profil de sortie qu'on veut atteindre. Le profil de sortie sont 12 compétences professionnelles que chaque enseignant doit posséder, doit développer durant ces 4 années de formation. Ce n'est pas une liste de cours. Sciences, histoire, je ne sais pas quoi. Non. C'est tout un enchaînement de cours et on parle de beaucoup de travaux d'évaluation qui touchent plus qu'un cours. Alors, je donne un exemple. J'ai un cours sur la didactique de l'oral, cours sur la didactique de la lecture et un cours sur la didactique de la grammaire. C'est 3 cours de 9 crédits. Chaque cours, c'est 3 crédits. À la fin de ces 3 cours-là, qui se donnent à la même année, ce qu'on demande, on leur dit, développez-nous une situation d'apprentissage dans laquelle vous ciblez les 3 notions vues dans ces 3 cours. Comment enseigner l'oral, la lecture et la grammaire. Développer une situation d'apprentissage et non pas une activité. En Tunisie, on travaille avec les activités. Là-bas, on travaille avec les situations d'apprentissage. Une situation d'apprentissage contient une séquence d'activités qui aboutissent à quelque chose, qui a un objectif. On n'a pas ça. Je m'excuse. Et dans la séquence, on touche le maximum de compétences disciplinaires, l'oral, la lecture et l'écriture, parce que chacun prépare à l'autre. C'est ça la littératie équilibrée. Donc, on leur demande développer une séquence didactique ou une situation d'apprentissage, mettez-la à l'essai en classe. On a des cours de psychologie de l'éducation dans lesquels ils mettent ça à l'essai pour après passer au stage, parce qu'à chaque année, on a un stage dans le milieu scolaire et qui prend de l'ampleur de la première année à la 4e année. Première année, on commence avec 5 jours pour arriver à la 4e année à une 50aine de jours. Et c'est une prise de charge totale. L'enseignant qui reçoit les étudiants ne fait rien, c'est l'étudiant qui enseigne. On va le superviser, l'enseignant qui le reçoit le supervise et on fait appel aux inspecteurs. Nous, on les appelle les conseillers pédagogiques.
C'est eux qui évaluent le stage parce que c'est eux qui sont dans le terrain. Ils savent les besoins plus que nous. Nous, on a un recul parce qu'on a toujours les lunettes de recherche. On fait tout ce qui est base et après, on cherche les praticiens pour passer aussi l'aspect pratique. En Tunisie, quand j'étais ici, l'école normale, on faisait des stages. 4e année seulement. Et ça a fait toute la différence. C'est là où on réalise qu'on ne sait pas enseigner. Et on commence à réfléchir. Maintenant, il n'y a rien. Il n'y a pas de stage. Donc, un élève qui vient, un enseignant nouveau, la recrue, qui arrive avec peu de savoir sur l'enseignement, qui n'a pas fait de stage, et on le met en face d'enfants. Comment vous voulez vous attendre à des résultats? Donc, les compétences, il y a les compétences de communiquer clairement et correctement dans la langue d'enseignement à l'oral et à l'écrit. C'est une compétence pour laquelle on pénalise beaucoup. Concevoir des situations d'enseignement et piloter ces situations d'enseignement, 2 compétences très importantes. On a les compétences la compétence de l'évaluation. Écoutez, quand j'ai demandé est-ce qu'il y a un spécialiste d'évaluation en Tunisie, non, on m'a dit. Eh bien, qu'est-ce que vous faites en termes d'évaluation? Il y a un, on m'a nommé un, là, je l'ai contacté par courriel. Il a quitté la Tunisie parce que tout le monde le regarde décroche. Il travaille sur quelque chose de bizarre. Il a quitté la Tunisie. Il est de Qatar ou je ne sais pas quoi, parce qu'il ne se retrouvait plus ici. Mais c'est triste. Comment tu veux apprendre si tu n'évalues pas les apprentissages? C'est une compétence à développer. Planifier, organiser, allier ces interventions aux besoins et caractéristiques des élèves, les difficultés surtout, et intégrer les technologies. Donc c'est une liste, je peux vous envoyer le document, comme j'ai dit, de 12 compétences. Et il y a des compétences dans lesquelles on prépare l'élève, quelque chose qui ne se fait pas ici, je ne sais pas qui a fait le commentaire là-bas, prépare l'élève à communiquer avec la famille. Est-ce qu'il y a de la communication ici? C'est les notes qui viennent chez nous, c'est tout. Communiquer, savoir communiquer avec les parents, inclure la famille dans l'apprentissage. Donc on a la littératie familiale. Impliquer. C'est fini. C'est fini, fatigué. Ouais. Impliquer les familles, donc on a ça. Alors, bon, il me reste une valise. Il me reste 2 minutes quand même. Alors, regardez ici, ça c'est le programme de français donc c'est bon. On prépare, ça c'est les listes de cours. Regardez tout ce qui est ETA, les cours avec sigle ETA, ETA. Et PPA. PPA c'est la psychologie de l'éducation. On n'a rien ici. ETA c'est tout ce qui est cours de fondement et d'évaluation. Et DID. Les DID, c'est les cours de didactique. Alors, on a un cours pour chaque matière. OK? Et arrivé à la 4e année, on ouvre la spécialisation. Si tu vas enseigner au primaire, il y a des ajouts à faire. Si tu vas enseigner au secondaire, il y a des adaptations. Le stage doit se faire dans ce milieu-là. Et chaque année, on a un profil de sortie qui va nous amener au profil de sortie à la fin. De telle façon, l'approche programme, on peut suivre les contenus. Et une chose que vous pouvez commencer à faire quotidiennement, c'est que pour chaque cours, on a un responsable de cours. Je suis responsable de 5 cours. Alors, le jour où j'en embauche un auxiliaire chargé de cours, pas un prof, j'ai le droit de demander son plan de cours, de m'asseoir avec lui et de négocier le contenu du cours pour assurer une certaine continuité dans l'information et la formation. OK? Alors, je pense que c'est le dernier point que j'aime beaucoup. Comment garantir l'adéquation de la formation? Alors, on fait notre maximum pour restructurer nos programmes de formation à chaque fois, mais on fait tout pour savoir comment les étudiants réagissent. Parce que
ce sont les étudiants qui doivent bénéficier, ce n'est pas l'université. Alors, on a les appels téléphoniques à la première année, l'automne de la première année, on prend des étudiants de la 4e année qui appellent par téléphone les étudiants de la première année. C'est quoi les difficultés? C'est quoi qui ne marche pas dans le programme? Dites-nous pour qu'on restructure après. Okay? Pour tous les étudiants de la 4e année, on a un questionnaire sur les 12 compétences. Est-ce que ta formation t'a préparé à cette compétence? Est-ce que ta formation t'a... Et en se basant sur les résultats, on ajuste notre programme. Alors, c'est pas on fait l'évaluation pour la mettre dans le placard, c'est l'auto-évaluation. Tout le temps. Et après, on a un représentant, un étudiant de chaque cohorte. Donc, cet étudiant, il me communique tous les problèmes de sa cohorte en lien avec l'enseignement. Cet enseignant, il est en train de répéter le contenu de l'autre cours. Je vais voir l'enseignant. Comme responsable de cours, je vais voir ajuster votre cours. Pour un intermédiaire. Ouais, pour éviter la redondance. Tout le monde, parce que tout le monde se sent confortable dans un sujet, ils vont le dire 1000 fois. Alors qu'il y a plein de sujets qui sont de côté. Donc, c'est ça. On a la concertation avec le milieu, c'est-à-dire les conseillers pédagogiques comme superviseurs de stage, ils n'ont pas les professeurs. Ça fait toute la différence. Évaluation des professeurs qui ne se fait pas ici. Chaque cours, les étudiants doivent évaluer le professeur. Les étudiants. Les étudiants. Oui. Ils leur donnent un questionnaire. Mais on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Ça se fait pas. On fait pas. Et je vous le jure, c'est un outil qui a ses avantages et ses inconvénients. C'est sûr que dans chaque groupe, tu vas trouver ceux qui ont de mauvaises notes qui vont te massacrer, on s'en fout. On a toujours ces outliers, on appelle ça. Mais la majorité, elle dit la vérité. Donc, nous, c'est quelque chose d'anonyme, en fait. Anonyme. On ne sait pas c'est qui fait, qui dit. Et quand on embauche de nouveaux profs ou de nouveaux chargés de cours, on les évalue, une partie de leur évaluation est liée à l'évaluation des étudiants. Si les étudiants évaluent mal le chargé de cours ou le prof, il ne sera pas renouvelé. Clair. Alors, avant que le syndicat s'implique, on a le droit, parce qu'ils sont encore sous, je ne sais pas, c'est pas stage. On appelle ça professeur adjoint. Le premier rang, c'est professeur adjoint. Auxiliaire. Ouais. Ou chargé de cours. Ou, donc, le chargé de cours, après 3 cours, on l'évalue. Le professeur, après 2 ans, on l'évalue. Il ne passe pas en agrégation s'il n'est pas bien évalué par les apprenants, par les étudiants. Et s'il est évalué, donc ça va améliorer sa compétence. Tout le temps. Tout le temps. Ça va changer l'esprit, changement du système. Oui. Ça entre dans l'amélioration. Tout à fait, parce que de la même façon, on donne l'évaluation à l'apprenant pour l'améliorer, on doit donner l'évaluation au prof pour l'améliorer. Le prof, il n'est pas venu du ciel, là. C'est quelqu'un qui a appris, qui essaie. Alors, on a l'évaluation chiffrée et on a l'évaluation commentaire dans lesquels détailler les problèmes. Donc, maintenant, par exemple, à mon retour, je vais contacter les étudiants de 4e année qui terminent cette année. Je vais leur dire, de toute la formation, nommez-moi les cours qui n'ont pas bien fonctionné et pourquoi. Et dites-moi c'est qui le chargé de cours, parce que l'année prochaine, je ne vais pas lui donner cette charge. C'est ça. Et les étudiants le font avec honnêteté. Ça, c'est très important. C'est pas parce qu'il n'y a pas la de gouille. Ouais. Excusez-moi. Ça fait partie de l'éducation et de la mentalité. Ouais. Une idée. Donc, dans des boîtes privées, des consultants d'une manière générale, on doit les évaluer. Ça se fait dans les boîtes privées. Ouais. Mais dans le régime d'éducation, malheureusement, c'est ça. Pas, alors que c'est la place où il faut le faire. Elle n'existe pas. Elle n'existe pas. Et on a aussi, vous l'avez mais vous ne le faites jamais, l'accréditation. Donc, nous, on a l'accréditation la première fois, c'est fini.
À chaque 5 ans, le ministère nous envoie un comité de profs qui vont évaluer notre programme et qui vont donner des suggestions. Et suite à ça, on doit restructurer. Donc, chaque 5 ans, on change. Déjà. Et entre ces 5 ans, c'est la décision un peu du responsable de programme qui peut demander des changements en se basant sur ce qu'il entend. OK? Alors, je vais vous donner un exemple. Ça, c'est l'ensemble des programmes offerts par la faculté de l'éducation dans laquelle je travaille. On a dit, une question pour les ressortissants donc 4e année. Alors, est-ce que le programme t'a préparé pour bien évaluer la progression des apprentissages et le degré d'acquisition des compétences? Alors, voilà l'évaluation des étudiants. Français langue seconde, je suis la responsable. Regardez, ils sont sur la moyenne. On voit un petit côté qui n'est pas satisfait dans toutes ces évaluations. Alors, suite à ça, c'était l'année dernière, suite à ça, on a ajouté 2 cours d'évaluation pour mieux préparer nos étudiants à l'évaluation qui manquait dans leur formation. Donc, on l'utilise comme outil pour améliorer toujours. L'autre exemple, c'est le dernier, on arrête. Adapter son intervention aux besoins et aux caractéristiques des étudiants. Français langue seconde flagrant. Pourquoi? Parce qu'on a les allophones, les immigrants, qui viennent des pays de guerre et qui ont un grand retard qui est classé comme sous-scolarisation. Ces enfants-là ne savent ni lire ni écrire dans leur langue maternelle, langue seconde, ils sont perdus. Alors nos étudiants ont beaucoup de difficultés avec ce monde-là. Alors on a introduit un cours qui traite les sous-scolarisés. C'est juste pour vous donner un exemple comment fonctionne la formation des enseignants. Donc c'est un programme qui est toujours émergent, qui change toujours pour répondre aux besoins de nos étudiants qui vont aller sur le terrain pour enseigner. Voilà. Mais ça peut se faire. Les ressources, elles sont là. Quelle solution à votre avis entamer une sorte d'amélioration, de proposition à l'État de faire intégrer ces idées, ces pratiques, ces mécanismes? Ouais. Par exemple, à un certain moment, il y avait Hamed Benvier, recteur. Il avait l'intention d'introduire l'évaluation des profs. Il a travaillé, et on a travaillé ensemble là-dessus. J'ai amené les questionnaires pour des profs. Et il a rencontré beaucoup de résistance. Oui, bien même sûr. pour la formation Oui, bien sûr. des universitaires. Les professeurs c'est les professeurs qui ne veulent pas. Les professeurs universitaires, ils ont refusé même la formation. Voilà. Ils viennent avec les mêmes feuilles de l'année 2000. Il y a 10 ans. Ils viennent avec des profils littéraires. Juste un petit exemple. Je suis médecin vétérinaire de formation. J'ai rencontré dernièrement un vétérinaire, un jeune vétérinaire, il a migré vers les États-Unis. Pourquoi cette école a tellement perdu de son aura et de son prestige? Parce que depuis 1976, les programmes n'ont pas changé. Depuis 1976. J'avais un prof à l'école normale. Et que les feuilles roses, verts, jaunes. C'est ça, avec ça qu'il donne son cours. Et ça se répète d'une année à l'autre. Mon Dieu, la recherche change. Je veux dire quelque chose par rapport à la question de l'argent. Parce que tout est lié à l'argent. Alors même si ce qui s'est passé dans la révolution tunisienne, c'est par rapport à la question de l'argent. La politique ou la religion ou l'engagement, vraiment c'est la question de l'argent qui est primordiale. Ce qui se passe maintenant,
dans toute la société tunisienne, je ne parle pas seulement de l'enseignement, c'est que la société, que le décalage entre les classes sociales est en train de grandir. Et les enseignants ont dégringolé à toutes les classes pauvres. Ce qui se passe, c'est que tout ce qui est public, pas seulement l'enseignement, tout ce qui est public est voué à la disparition. معناها plus tard, dans 10 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, الزوالي ما عادش يقرا. انت بنتش امبارح ما عادش يقرا. قالوا خاف لك بيع الساجة. Bien sûr, je salue les. Excusez-moi, je vais rapidement. Donc, je salue bien sûr l'initiative de faire des écoles privées et tout ça. Mais il faut qu'il y ait tout à fait. Il faut sauver l'école publique. Oui. Il faut sauver l'école. Ce qui est bien pour le privé, c'est qu'ils échappent à l'emprise du politique. Mais le public, il est dans le politique, engoncé dans le politique. Mais je parie qu'il est encore à l'université parce qu'ils ne connaissent pas la retraite, ces gens-là. Non, non, il est ailleurs, il a été en prison. Mais il est ressorti certainement. Je ne sais pas, j'étais contente de tomber après. Donc, juste pour dire, l'argent, oui, je le sais, mais l'école privée, moi, si j'embarque avec l'idée de l'école privée, c'est que l'école privée peut servir de tremplin à l'école publique. Mais il ne faut pas qu'elle supplante complètement. Non, non, c'est très grave. Non, c'est impossible. Ma fille, elle est dans une école privée au Canada. Hermite a fait école privée parce que l'école publique ne répondait pas à ses besoins. Mais cette école privée les envoie dans les écoles publiques un jour par mois pour partager des activités de lecture, pour partager des activités d'écriture. Donc, c'est des connaissances partagées. Oui, ils bénéficient d'un traitement meilleur, d'une formation meilleure, je l'avoue, mais ils partagent ces connaissances-là. Ils doivent aller en Afrique pour enseigner. Ils doivent aller en Inde pour enseigner. Et ils partent pour 2 mois et 3 mois, c'est pas un jour. Partage les connaissances. Ouais. C'est ça, c'est un tremplin qui va nourrir ce qui est un peu défaillant pour l'améliorer. Et après, ça prend la volonté des enseignants. Voilà, يعطيك الصحة. Je rends hommage à Imen qui n'est pas là, tout à l'origine de notre rencontre. Tout à fait. À la remercier de très loin. Et qui a fait un travail Qui est très frustré de ne pas avoir fait. نحب نشكر جميع الحضور وخاصة تبارك الله فيها مدام أحلام رغم الالتزامات نتاعها جاتنا للانستيتيو وقدمت لنا المحاضرة هذه ونتصور كانت المحاضرة هذه معناتها فيها برشا إفادة وفيها معناتها إضافة فوالا وهذاك هو اللي معناتها البلوس اللي نحبوه ونحب نتوجه بالشكر دونك سي روح حدايا وخاصة مدام إيمان جربوعي اللي معناتها بريمون معناتها نحس بها تو ديجا ممكن هي تري ستريسي تحب تعرف صار ما صارش اكسيتيرا فوالا بارك الله فيها وان شاء الله المره الجايه تكون ميليتونت وان شاء الله المره الجايه تكون هي معنا. المهم احنا الحمد لله ربي دونك توتي فيلمي دونك باش يوصل لها لي فوتو تبعثهم لي اليوم المعز نتاع الفي اي بي ما تشداش بالنبات بعدين. انا باش نجي اول مره كلمت بنت ما نعرفهاش 2 heures au téléphone sans sentir. Quand t'as aimé, il est 6 heures, pas du tout. بارك الله عليك بارك الله عليك. في السكايب تقعد تحكي معها تضرب ساعة ساعتين نورمال واسمع وهي راهي معناتها ال اي سي دورغانيزي كل شيء في كندا وبارازار انا كنت في باريس ورغم اللي انا في كندا وهي في باريس C'est l'association avec Skype. Voilà. Et l'association d'autres avec Facebook. Bien sûr, oui. Oui. دونك يلزمنا نشكرها وبالله يحضروا لنا الفوتو خاطر يلزمنا الكل نبعثوها لنا ان شاء الله اون دوكيمون ان شاء الله. اي لا لا كونتينيتي احلام لا كونتينيتي انا جسري de retour le mois de juillet. Inch'Allah. Donc j'espère que ici on aura bien avancé, bien évolué. عشان صفحة واحدة يا دكتور تو. لا on ne peut pas avancer s'il y a quelqu'un qui va parachuter l'information. Il faut que ça soit l'ensemble des personnes. Il faut s'organiser.
عرضنا قبل انا كي نجي مش نخدموا في العمل الجمعياتي نخدموا كي جينا نوصلوا للوبجيكتيف بتاعنا لا هذا ما يصيرش عاود يطيح تفهم عاود من وجديد احلام ان شاء الله صح يا سيدي يعيش ان شاء الله Bah oui, la